que l'Université de Moncton et ses 3 campus sont situés sur le territoire traditionnel non cédé des Wolastoqiyé Malécites et des Mi'kmaq. Et merci beaucoup, Michel, d'avoir lancé l'enregistrement. Donc, cet atelier sera enregistré et placé sur le site web. On va diffuser le lien par la suite sur la page web portant sur le droit d'auteur. Donc, je me présente, je suis Victoria Volkanova, je suis la bibliothécaire responsable du dossier de la communication savante à la bibliothèque Champlain. Et je présente ici avec ma collègue Michel Leblanc, qui est bibliothécaire et chef du service à la bibliothèque de droit ici sur le campus de Moncton. Donc, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, un avertissement pour dire que nous ne sommes pas juristes, ni Michel ni moi, et en plus, on n'est même pas les experts dans le domaine du droit d'auteur. On est juste les bibliothécaires qui sont touchés par la question, comme d'ailleurs vous tous et toutes. On reçoit souvent des questions des professeurs de la part du corps professoral des étudiants. On voit beaucoup d'informations sur ces sujets sur les listes de diffusion professionnelles, dans les nouvelles, etc. Donc, on s'est dit qu'on veut revenir, on peut revoir les notions de base sur ce sujet, puis vous les présenter juste pour éclaircir la question, pour voir qu'est-ce qui est disponible déjà à l'Université de Moncton pour donner quelques conseils pratico-pratiques. Alors, pour lancer cette conversation-là avec vous, puis après, on verra où ça va nous prendre. Donc, l'atelier est offert à titre informatif et ne remplace pas les conseils juridiques. Donc, on est ici pour comprendre les concepts de base en matière de droit d'auteur canadien et les services offerts par les bibliothèques de l'Université de Moncton et aussi la librairie acadienne qui participe activement à ce sujet. Donc, voici quelques éléments de la présentation à l'écran. On va parler de la loi sur le droit d'auteur un petit peu, on va vous présenter ça. On va parler des 2 aspects de cette loi, qui est les droits des créateurs des œuvres ainsi que les droits des utilisateurs. On va parler des différentes licences qui nous permettent justement les différentes utilisations des œuvres. On va parler un petit peu de l'éducation ouverte. On va mentionner le domaine public également qui existe. Et à la fin, on veut faire on va vous présenter la démarche de vérification, les aspects pratico-pratiques, comment s'y prendre et quels sont les outils disponibles. Et puis, si on a le temps, on peut faire quelques cas d'utilisation, puis on va laisser le temps aussi pour les questions et les discussions. Alors, ça sera vraiment ouvert et flexible, donc on verra comment ça va y aller, puis on vous invite à participer, à poser des questions. Donc, on a divisé la présentation, bien sûr, entre nous deux, Michel et moi. Donc, pendant que Michel parle, moi, je vais surveiller le clavardage. Si jamais vous avez des questions qui portent sur le sujet que l'autre présente, ou vous pouvez lever la main ou mettre la question dans le clavardage. Sinon, comme j'ai dit, à la fin, on aura du temps dédié à la discussion, puis on vous invite à y participer parce qu'on veut vous entendre, on veut savoir, connaître vos préoccupations, vos questions, vos niveaux de connaissances. Donc, ça va nous permettre aussi de développer peut-être des services, de développer des collaborations, d'aller chercher de l'expertise supplémentaire, etc. Donc, on veut vraiment que la question du droit d'auteur à l'Université de Moncton soit bien prise en charge. Alors, je passe la parole à Michel. Parfait. Alors, c'est ça, moi c'est Michel Leblanc. Je suis bibliothécaire à la bibliothèque de droit. Et puis, juste avant de commencer ma partie, je voulais juste vous mentionner que nous, la présentation d'aujourd'hui, c'est un atelier qui est adapté d'une ressource éducative libre sur le droit d'auteur, puis c'est une REL. Et puis, cette REL-là a été créée par l'Association des bibliothèques de recherche du Canada. Donc, on est vraiment parti de la structure de cet atelier-là. Il y a beaucoup d'extraits qu'on présente tel quel. Et puis, mais on l'a adapté afin que ça reflète la situation à l'Université de Moncton. Alors, là-dessus, on est prêt à commencer. Donc,
peu importe notre rôle au sein de l'université, à un moment donné, on est appelé à utiliser du matériel qui est protégé par le droit d'auteur. Et puis, tous et chacun, ici, il faut qu'on respecte les droits d'auteur, la loi sur le droit d'auteur. Et puis, la loi, elle impose certaines limites puis des restrictions lorsque ça vient à reproduire une œuvre, mais ils nous permettent aussi certaines exceptions qui nous permettent d'utiliser les œuvres qui sont protégées par le droit d'auteur. Donc, la première chose, j'aimerais ça que on a mis un quiz dans les commentaires. Et puis, c'est juste un quiz pour voir un petit peu, vous faire réfléchir ou voir qu'est-ce qui est vos connaissances en matière de droit d'auteur. Ça fait que dans le quiz, il y a des exemples de publications ou des idées. Et puis, on se demande si c'est lesquelles parmi cette liste-là qui sont protégées par le droit d'auteur. Ça fait que je vous donne juste quelques secondes pour répondre au quiz. Ça prend pas de temps. Puis moi, je vais juste rafraîchir mes résultats. Ah, merci Victoria. OK, j'ai quelques réponses. Bon. Alors, je vais juste... J'ai 9 réponses. Je pense qu'on va continuer avec ça tout de suite. Ça fait que la majorité du groupe a indiqué toutes ces réponses. Donc, on avait des idées, on avait les livres, les films, les articles, les images, les œuvres d'art, les enregistrements sonores, des idées ou toutes ces réponses. Ah, 11 personnes. Bon, il y a quelques personnes qui n'ont pas mis les idées et pas coché toutes les réponses. Et puis, justement, c'est ça la réponse. Toute la liste c'est tous des exemples de ressources qui sont protégées par le droit d'auteur, sauf les idées. Les idées et les faits ne sont pas protégés par le droit d'auteur. La façon d'exprimer des idées et des faits sont protégés par le droit d'auteur, mais les faits et les idées eux-mêmes ne sont pas protégés. Essentiellement, pour qu'une idée soit protégée par le droit d'auteur, il faut qu'elle soit consignée d'une façon quelconque. Ça peut être l'enregistrement, par exemple, de moi qui parle tout de suite, je suis enregistrée. Ça pourrait être protégé par le droit d'auteur. Et puis, ou bien si j'ai une idée de film, ça serait pas protégé par le droit d'auteur. Mais si j'écrivais un scénario de film, et puis si je produisais un film, le film comme tel, ces deux éléments-là sont protégés par le droit d'auteur. Donc, règle générale, c'est ça, il faut que ça soit consigné pour que ça soit protégé par le droit d'auteur. Je n'ai pas besoin d'avoir le petit C, là, la marque, là, pour dire que quelque chose est protégé par le droit d'auteur, la marque du droit d'auteur, pour que ça soit protégé. Juste le fait que ce soit consigné, ça peut être protégé par le droit d'auteur. Donc, l'autre chose qui est importante, et puis la loi le mentionne souvent, c'est que c'est une partie importante d'une œuvre. Donc, la totalité ou une partie importante d'une œuvre est protégée par le droit d'auteur. Une partie non importante n'est pas protégée par le droit d'auteur. Puis, par une partie non importante, on pourrait dire comme un paragraphe d'un livre de 400 pages, ben, ce petit paragraphe-là, si on l'utilise tout seul, on n'a pas besoin de demander la permission au créateur ou à l'auteur pour le reproduire, par exemple, le citer dans un article. OK? Alors, première chose, le droit d'auteur s'applique à tous ces exemples-là. Et puis, là, on veut juste aller un petit peu au Canada, juste regarder c'est quoi le cadre juridique.
Donc, au Canada, on a 3 types de sources qui établissent les droits, les limites, puis les restrictions qui concernent l'utilisation des œuvres protégées qu'on a vu tout à l'heure. La première source, puis c'est la plus importante au niveau hiérarchique, c'est la loi sur le droit d'auteur. Donc, la loi sur le droit d'auteur, c'est une loi fédérale. Donc, ça s'applique également partout au Canada. Il y a les décisions judiciaires par la suite. Donc, ça, c'est la jurisprudence qu'on appelle. Et puis, c'est ça qu'on voit souvent dans les médias. Par exemple, dernièrement, il y a eu une décision judiciaire concernant Access Copyright contre l'Université York qui s'est rendue à la Cour suprême. C'est ça, donc, toutes ces décisions-là, celles qui font les manchettes, c'est souvent les décisions de la Cour suprême. Ça fait partie du droit canadien par rapport au droit d'auteur. Ensuite, et puis ça, c'est les éléments plus spécifiques. Et puis c'est ça qui va plus s'appliquer à des individus ou à des institutions, c'est qu'on a les licences. Donc, contrairement à la jurisprudence et à la loi sur le droit d'auteur, les licences sont spécifiques à une personne ou une institution. Et puis là, on peut subdiviser les catégories de licences en 2 parties qu'on va faire là, pendant cette session. Il y a les licences avec les fournisseurs de contenu. Et puis ça, c'est par exemple quand les bibliothèques, on s'abonne à des bases de données. On a une licence avec un fournisseur de contenu. Mais aussi les licences qui sont prises avec les sociétés de gestion, comme l'entente de l'Université de Moncton avec Access Copyright. Alors, la plupart des informations qu'on vous présente aujourd'hui, ils font partie de ce cadre juridique-là. Donc, la loi sur le droit d'auteur, la jurisprudence et puis les licences. Donc, c'est ça le fondement des informations qu'on vous présente aujourd'hui. Alors, commençons avec la loi sur le droit d'auteur. La loi sur le droit d'auteur, elle établit un équilibre entre 2 groupes de personnes. Et puis ça, on a les créateurs d'un côté, et puis de l'autre côté, on a les utilisateurs. Puis plus précisément, la loi accorde certains droits aux créateurs sur leurs œuvres, mais elle accorde aussi un nombre de droits d'utilisation. Puis dans la loi, les droits d'utilisation, on appelle ça des exceptions. Alors, les exceptions permettent aux utilisateurs de reproduire des œuvres protégées pour des fins spécifiques et puis avec certaines limites. Alors, nous, à l'université, on peut se trouver d'un côté ou de l'autre de l'équilibre. On peut être des fois des créateurs si on a publié un article, par exemple, ou si en faisant de la recherche, mais aussi quand on enseigne, on est plutôt du côté du droit des utilisateurs. Donc, là où on veut partager l'information qui a été publiée. Alors, la loi veut vraiment faire un équilibre entre les 2 parties et puis c'est aussi important l'un que l'autre. C'est important de rémunérer les créateurs pour les encourager à produire plus d'informations, à faire plus de créations, mais c'est aussi important pour les utilisateurs pour qu'ils puissent diffuser et puis faire avancer les connaissances. Alors, aujourd'hui, on fait un survol des 2 types de droits. Et puis, pour commencer, je vais juste parler des droits des créateurs, ou bien encore, je vais juste switcher un petit peu mon langage. Au lieu de parler de créateur, je vais souvent dire soit détenteur de droits d'auteur ou un titulaire de droits d'auteur. OK, alors, pour les créateurs, la première chose, c'est que le droit d'auteur sur une œuvre, il ne va pas durer ad vitam aeternam. Okay? Il va durer pendant toute la vie de l'auteur, plus 50 ans après sa mort. Donc, ça, c'est la règle au Canada. C'est différent dans les autres pays.
dans d'autres pays. Et puis, justement, même la durée du droit d'auteur au Canada est appelée à changer avec la mise en œuvre de l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Ça fait que je ne suis pas certaine de la date, mais je crois que c'est pendant l'année 2022, il me semble que c'est ça la date limite. Sûrement qu'on va en entendre parler dans les médias. Si on passe à la prochaine diapositive, c'est que il y a deux catégories des droits des créateurs. Il y a les droits économiques et les droits moraux. Si on commence avec les droits moraux, je vais juste expliquer un petit peu c'est quoi. Premièrement, les droits moraux, ça protège la réputation des créateurs et puis l'intégrité de leur œuvre. Okay. Premièrement, les créateurs ont le droit à la paternité de l'œuvre. Donc, ils ont le droit, ils peuvent choisir de s'attribuer l'œuvre à leur nom. Ils peuvent aussi choisir d'associer un pseudonyme à une certaine œuvre ou de garder l'anonymat. Okay? Ça fait que ça, c'est un des choix d'un des droits moraux des créateurs. Les auteurs, ils ont aussi le droit de protéger l'intégrité de leur œuvre et puis ils peuvent la protéger contre toute déformation, troncature ou modification qui peut nuire à leur œuvre ou bien à leur réputation. Et puis, ils peuvent aussi protéger leur œuvre d'être associée à un produit, une organisation ou à une cause. Là, je sors du contexte canadien, mais on peut penser à un exemple du côté américain. Je sais, pendant la campagne électorale de Donald Trump, ils utilisaient de la musique dans leur rallye, puis je ne sais pas quoi, là. Et puis, il y a plusieurs artistes qui se sont opposés à ce que leur musique soit associée à cette campagne-là. Donc, ça, c'est un exemple d'un droit moral qui est dû au créateur. Et puis là, les créateurs peuvent renoncer à leurs droits moraux, donc ils peuvent choisir de ne pas exercer un des droits moraux, mais il ne peut pas les céder. Donc, il ne peut pas transférer un droit moral à une autre personne. Ça reste au créateur de l'œuvre. Là, si on pense du côté des droits économiques, les droits économiques, ça, ils donnent le droit aux titulaires de droits d'auteur d'être payés lorsque d'autres personnes utilisent leurs œuvres. Et puis, les titulaires du droit d'auteur ont le droit exclusif de faire certaines actions, des actions spécifiques qu'on a listées ici, pour la totalité ou une partie importante de l'œuvre. Alors ça, je reviens à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'une partie non importante d'une œuvre n'est pas soumise au droit d'auteur. Alors, dans le monde du droit d'auteur, il n'y a pas de démarcation nette à savoir c'est quoi une partie importante ou non importante. Mais dans le monde du droit d'auteur, on dit qu'une partie non importante, ça signifie un très court extrait. OK? Ça fait que là, comme tout à l'heure, j'ai mentionné un paragraphe d'un livre de 400 pages. C'est probablement un très court extrait, mais c'est ça, c'est sujet à interprétation. Mais c'est quoi les droits exclusifs des créateurs ou bien des titulaires de droits d'auteur? Donc, on a premièrement la reproduction. Donc, le titulaire du droit d'auteur reste la seule personne qui est permis de reproduire son œuvre ou qui peut donner la permission à quelqu'un d'autre de reproduire son œuvre. Donc, quand on parle de reproduction, c'est les photocopies, les numérisations, les téléchargements de fichiers. Ça compte tout comme la reproduction. Là, un autre droit qui est réservé aux titulaires de droit d'auteur, c'est la représentation publique. Donc, le titulaire du droit d'auteur, encore une fois, c'est la seule personne qui peut permettre à d'autres de présenter son œuvre devant le public. Par exemple, une émission de télévision ou interpréter une pièce de musique ou une pièce de théâtre. Okay? Peu importe l'œuvre. Encore, un autre droit exclusif, c'est la publication, donc rendre disponible au public. Il y a la distribution.
Puis la distribution, ça, c'est le partage d'une œuvre. Par exemple, quand on télécharge un article, ça, c'est une reproduction, mais qu'on dépose cet article-là, ce téléchargement-là sur clic, ou quand on l'envoie par courriel à une autre personne, ça, c'est une distribution. Donc, ça, il y a juste le titulaire du droit d'auteur qui peut permettre ça sur son œuvre. Là, on a la conversion et le transfert, la traduction, l'adaptation, par exemple en transformant un roman en scénario ou en modifiant un texte quelconque. OK? Fait que ça, c'est des droits exclusifs qui appartiennent aux titulaires de droits d'auteur. Là, ici, contrairement aux droits moraux qui restent avec le créateur ou la créatrice, les droits économiques peuvent être cédés ou transférés à une autre personne ou à une société. Et puis, c'est ça qui arrive typiquement ou traditionnellement, par exemple, lorsqu'un auteur publie un chapitre dans un livre. OK? Ça fait que, dépendant du contrat entre l'auteur et puis l'éditeur, ben, l'auteur a probablement cédé une partie ou tous les droits sur l'article qu'il ou elle a écrit. OK? Ça fait que là, c'est ça, dépendant du contrat, ça se peut qu'il a donné son droit de reproduction, d'adaptation, distribution, publication à l'éditeur. Alors, à ce moment-là, le titulaire du droit d'auteur, c'est pas seulement l'auteur, c'est également l'éditeur. OK? Ça fait que les droits économiques peuvent être cédés, donc tout ce qui fait de l'argent, si on veut, et puis, mais les droits moraux restent au créateur comme tel, la personne qui est à l'origine de l'œuvre. Alors, est-ce qu'on a besoin de la permission du titulaire du droit d'auteur pour faire toutes ces actions-là? Donc, reproduire, distribuer, publier, représenter publiquement? Ben, pas nécessairement. L'utilisation qu'on compte faire d'une œuvre, comme par exemple quand on va enseigner ou qu'on va conseiller les étudiants, c'est peut-être déjà permis. Ça fait que peut-être qu'on a déjà la permission dans une licence et puis ça, on y reviendra plus tard. Ou encore, si ce n'est pas permis dans une licence, c'est peut-être déjà permis dans les exceptions qui sont prévues dans la loi sur le droit d'auteur. Et puis, juste un rappel, les exceptions, c'est ça qui représente le droit des utilisateurs dans la loi sur le droit d'auteur. Alors, dans le milieu universitaire, il y a deux types d'exceptions principales auxquelles on peut qu'on peut invoquer. Et puis, la première exception, c'est l'exception de l'utilisation équitable. Alors, cette exception-là, l'utilisation équitable, permet d'utiliser des œuvres qui sont protégées par le droit d'auteur à certaines fins sans avoir à demander le consentement au titulaire du droit d'auteur et puis sans avoir à payer pour faire ces actions-là, pour utiliser l'œuvre. Encore une fois, il n'y a pas de ligne de démarcation très claire là-dessus. Il faut analyser, c'est du cas par cas. Et puis, pour qu'une utilisation soit jugée équitable, il faut qu'elle passe deux tests. OK? Ça fait que là, le premier test, c'est pourquoi on utilise l'œuvre. Ça fait que la loi sur le droit d'auteur fait la liste des fins qui sont acceptables pour l'utilisation équitable. Et puis, je les ai listées ici. Donc, la recherche, l'étude privée, l'éducation, la critique et le compte rendu, la satire, la parodie, puis le reportage. Alors, dans notre contexte à l'université, on passe probablement le premier test assez facilement parce que les activités qu'on fait à l'université sont souvent, ils vont tomber sous l'éducation, la recherche ou l'étude privée. Donc, le premier test, normalement, on le passe. Mais ce n'est pas fini. On a un deuxième test à passer. OK. Donc,
quand on a déterminé que l'utilisation qu'on veut faire passe le test 1, on passe le test 2, qui est de déterminer c'est quoi si l'utilisation qu'on en fait, si c'est un caractère équitable. Et puis, l'utilisation équitable ou le caractère équitable n'est pas défini dans la loi sur le droit d'auteur. Donc, ici, on pense, ça dépend des faits et puis on évalue au cas par cas. Donc, le caractère équitable n'est pas défini dans la loi sur le droit d'auteur, mais la Cour suprême du Canada a développé un autre test et puis c'est un cadre d'analyse qui est composé de 6 facteurs. Et puis ces 6 facteurs-là, ils sont présents dans la cause CCH. Je pense que ça date de 2013, je l'ai tout à l'heure, attends une minute. Oui, c'est ça. Dans la cause CCH canadienne contre Barreau du Haut-Canada. Et puis dans cette, c'est ça là, cette cause-là, essentiellement, c'était une bibliothèque de droit. Et puis la CCH canadienne, c'est un éditeur. Et puis il contestait les photocopies qui étaient faites à cette bibliothèque-là. Alors, pour déterminer si l'utilisation, donc la reproduction qu'on fait des œuvres ou l'utilisation qu'on fait des œuvres est équitable, il y a 6 facteurs que la Cour suprême a déterminés. Donc, le premier facteur, c'est le but de l'utilisation. Et puis ça, le but de l'utilisation, ça rejoint la diapositive précédente. Donc, les fins d'études et de recherche. Par exemple, si le but de notre utilisation, c'est pour l'étude ou de la recherche privée, ben, c'est plus équitable que si on avait reproduit des extraits d'œuvres protégées par le droit d'auteur pour les insérer dans un autre livre pour les vendre. OK? Donc, fin d'études et de recherche, c'est plus équitable que des fins commerciales. Ensuite, le deuxième facteur qui a été étudié, c'est la nature de l'utilisation. Alors, ici, on évalue comment l'œuvre sera utilisée. Quand on dit la nature d'utilisation, on fait référence à la distribution puis à la durée de l'utilisation. Puis l'exemple qu'on peut donner, c'est peut-être quand on a une seule copie, quand je reproduis une seule copie d'un article pour mon étude privée, c'est plus susceptible d'être équitable que si je fais 50 copies d'un article et puis que je les distribue à tous mes amis. OK? Ça, c'est moins équitable que si je fais imprimer l'article une fois et puis je l'utilise pour ma recherche. Et puis, là, je vais citer de la cause CCH. Si la copie de l'œuvre est détruite après avoir utilisé comme prévu, cela porte également à croire qu'il s'agissait d'une utilisation équitable. Alors, il y a plein de contextes. C'est un petit peu le contexte dans lequel on va utiliser l'œuvre dont il faut tenir compte quand on va essayer d'analyser l'aspect équitable d'une utilisation. Le troisième facteur, c'est l'ampleur de l'utilisation. Donc, des très courts extraits est plus équitable qu'une grande portion. OK? Donc, puis ici, on indique que la quantité utilisée devrait être limitée à la proportion raisonnablement nécessaire pour atteindre l'objectif du test 1. OK? Alors, c'est d'utiliser le minimum dont on a besoin pour atteindre notre objectif. Le quatrième facteur, c'est les solutions de rechange à l'utilisation. Donc, l'utilisation est plus susceptible d'être équitable s'il n'y a pas d'alternative raisonnable à la reproduction. Ici, c'est ça, c'est juste à savoir comme si au lieu de télécharger un article dans Click, par exemple, si on a accès à un hyperlien pour donner accès à la même information, ça serait probablement mieux d'utiliser l'hyperlien plutôt que de télécharger l'article dans Click.
Le cinquième facteur, c'est la nature de l'œuvre. Donc, si c'est une œuvre qui est destinée à être diffusée de façon vraiment large, ben, si on reproduit cette œuvre-là, c'est probablement plus équitable que si on le fait pour une œuvre qui est plus, qui est pas destinée à être partagée largement. Et puis enfin, ça c'est l'aspect plus économique, c'est si la reproduction est susceptible d'avoir un impact négatif sur les ventes de l'œuvre originale, ben là, ça se peut que c'est moins équitable. Là, je cite encore l'extrait précis de CCH dans l'arrêt de la Cour suprême qui indique que même si l'effet de l'utilisation sur le marché est un facteur important, c'est pas le seul facteur. Et puis, c'est pas le facteur le plus important. Donc, c'est ça, il y a beaucoup de place à l'interprétation ici. Alors, la Cour suprême ajoute aussi qu'il n'est pas nécessaire que tous les facteurs soient présents dans notre analyse, mais il faut quand même qu'il y ait une majorité de facteurs du caractère équitable qui soient pris en compte pour qu'une utilisation soit considérée comme équitable. Alors, bref, pour chaque fois qu'on utilise quelque chose, si on veut se prévaloir de l'exception de l'utilisation équitable, il faut quand même regarder si notre situation répond aux deux tests. Donc, les tests des fins de la reproduction et puis ensuite le test 2 qui est le caractère équitable. OK? Bon, ça c'était la grosse partie plus compliquée, là. Alors, ici, il y a d'autres exceptions dans la loi sur le droit d'auteur pour les utilisateurs. Et puis ça, c'est les exceptions qui sont spécifiques aux établissements d'enseignement à but non lucratif. OK? Ça fait que là, c'est d'autres exceptions, mais ils sont vraiment utiles, mais ils sont vraiment, vraiment limités. Par exemple, les reproductions à des fins d'enseignement, ça veut dire qu'on peut reproduire une œuvre pour la présenter à des fins d'éducation ou de formation, mais il faut que ça soit dans les locaux d'un établissement d'enseignement. Alors, c'est ça la limite de plus qu'on impose. Même chose comme pour les questions d'examen, on peut traduire des extraits d'œuvres pour les inclure dans si ça fait partie d'un examen. Et puis en plus, là, je pense à l'exécution par ou pour les étudiants. Ça, c'est si on fait jouer de la musique, par exemple, dans une classe, ou bien si les étudiants, dans le cadre de leurs études, doivent présenter une pièce de théâtre, une pièce de musique, etc. Je sais qu'il y a d'autres règles pour le droit d'auteur, pour les œuvres artistiques qui sont présentées, mais on ne va pas aller trop en détail là-dedans aujourd'hui. Bon, ici, c'est la partie de la présentation qui traite des licences. Et puis ici, c'est plus spécifique au contexte de l'Université de Moncton, alors que les éléments de la loi sur le droit d'auteur et puis la jurisprudence, donc les décisions judiciaires, ça c'est d'application large, tandis que les licences, c'est beaucoup plus précis et puis ça s'applique vraiment dans des cas spécifiques. OK? Alors, quand on désire reproduire une œuvre qui est protégée par le droit d'auteur, on n'a pas besoin de penser uniquement à l'utilisation équitable. La reproduction est peut-être autorisée selon les termes d'une licence. Alors, quelques mots sur ce qu'est une licence. Premièrement, c'est une autorisation qui est accordée par un titulaire de droit d'auteur. Comme on mentionnait tout à l'heure, un titulaire de droit d'auteur, ce n'est pas seulement le créateur, ça peut être un éditeur, un distributeur, ça peut être différents acteurs. Souvent, la licence, c'est un contrat écrit. Okay? Et puis, dans le contrat, il y a des actes très précis comme le droit de reproduire, produire, exécuter publiquement, traduire, adapter, etc.
Et puis, ça nous donne ce droit-là, mais en contrepartie, il faut qu'on paye. OK? On paye des redevances ou bien un montant fixe pour avoir le droit à cette licence. Et puis, habituellement, la licence est accordée dans une période de temps donnée. Par exemple, dans les bibliothèques, nos licences, c'est souvent que c'est pour une période d'1 an et puis on peut renouveler à condition de payer une autre fois pour avoir ces mêmes droits-là. Victoria vous présentera un petit peu plus d'informations dans la prochaine partie. Puis concernant les ressources, les licences des ressources des bibliothèques, mais en dehors des bibliothèques, et puis ça vaut pour toute l'université, c'est que l'Université de Moncton a conclu une entente avec Access Copyright. Et puis, Access Copyright, c'est une société de gestion collective. Et puis, son rôle, c'est de recueillir les redevances qui sont dues aux membres. Les membres de Access Copyright, ça peut être les éditeurs ou les créateurs. Et puis, Access Copyright va gérer les redevances qui sont dues à leurs membres pour des œuvres qui sont dans leur répertoire. Et puis, le répertoire de Access Copyright, si on a le temps, on va le voir tout à l'heure. Alors, la dernière entente de l'université avec Access Copyright a été conclue en 2020 et puis nos collègues de la librairie pourront confirmer avec moi. Je pense que l'entente est bonne jusqu'en 2024, mais c'est ça, je ne suis pas complètement certaine. Donc, la licence, oui? C'est Stéphanie. L'entente, elle est bonne jusqu'en 2025. Ah, 2025, je corrigerai ça. Merci beaucoup. Excellent. Donc, la licence de l'université avec Access Copyright est gérée par la librairie acadienne. Et puis, la licence couvre la reproduction des œuvres protégées par le droit d'auteur au sein de l'université. Donc, en vertu de la licence, on peut reproduire une partie d'une œuvre qui se trouve dans le répertoire d'Access Copyright. Et puis, les dispositions générales de la licence, je les ai juste mis sur la diapositive, mais vous les trouverez sur le site web de la librairie acadienne et puis également sur Click. Sur la page d'accueil de Click, si vous y accédez, il y a une partie où c'est très facile, on peut accéder au répertoire de Access Copyright et pour voir si l'œuvre qui nous intéresse est incluse dans le répertoire. Et puis, il y a aussi un résumé et puis des questions fréquemment posées sur cette licence-là. C'est ça. Alors, j'ai quelques exemples, mais je vois le temps passer, puis je pense que je vais passer la parole à Victoria, et puis si on a le temps, on pourra aller voir dans le répertoire des œuvres d'Access Copyright. Très bien, merci Michel. Donc, je vais prendre le contrôle. On est en train de partager. Excellent, ça fonctionne à merveille. Donc, je vais continuer sur le sujet des licences. Michel vous a parlé maintenant des licences de Access Copyright, Société de gestion des licences. Moi, je vais vous présenter un petit peu les licences de bibliothèque. D'ailleurs, je vois plusieurs de nos collègues qui sont présentes avec nous. Donc, c'est quelque chose qu'on essaie de promouvoir activement. Alors, comme vous savez, donc, les bibliothèques sont abonnées à une grande multitude de ressources principalement électroniques dans ce contexte-là qui nous intéresse. Donc, on parle des revues électroniques, des livres électroniques, des bases de données, des grands bouquets de revues, du contenu multimédia, etc. Donc, tous ces abonnements-là, comme Michel a expliqué, ce sont des licences pour lesquelles on paye, puis on paye beaucoup d'argent. C'est ça la réalité. Donc, mais ces licences-là, ces licences qui sont souscrites par les bibliothèques de l'Université de Moncton, vous permettent d'utiliser ces ressources sans que notre permission ou paiement soit requis. Donc, ça, c'est les licences qui vous donnent la permission d'utiliser ces ressources pour vos propres besoins, mais on va voir tout à l'heure quelles sont les conditions d'utilisation de ces ressources-là. Les conditions varient d'une ressource à l'autre, il faut toujours vérifier du cas par cas, mais ces conditions pourraient inclure, par exemple, la création et le partage d'un lien vers le contenu en question,
le téléchargement d'une copie pour la déposer sur clic ou dans un autre espace protégé par un mot de passe. Donc, on parle vraiment de la communauté universitaire. Ce sont des licences qui restreignent l'utilisation aux membres de la communauté universitaire. Ça peut aussi inclure la reproduction du contenu dans la documentation du cours, etc. Donc, ça, c'est juste quelques conditions pour vous donner les idées, les exemples. Et donc, les conditions d'utilisation de nos ressources électroniques auxquelles les bibliothèques de l'Université de Moncton sont abonnées sont présentées de façon succincte, mais assez claire dans le document « Conditions d'utilisation des ressources électroniques bibliothèque de l'Université de Moncton » qui se trouve dans les endroits stratégiques de notre site web. Donc, une fois que si vous voulez accéder aux ressources électroniques, vous allez sans doute tomber sur ce document. Donc, consultez-le pour être sûr que vous respectez les licences qui sont accordées. Donc, voici quelques grandes lignes de ces conditions d'utilisation. Comme j'ai dit tout à l'heure, les ressources électroniques sont réservées exclusivement aux membres de la communauté universitaire de l'Université de Moncton. Ces ressources électroniques ne peuvent pas être utilisées qu'à des fins d'études, d'enseignement et de recherche ou à des fins personnelles des membres de la communauté universitaire. Et je sais qu'on a eu un cas particulier où on a eu un problème avec l'éditeur. Donc, depuis, on a ajouté la clause sur le forage de texte et l'exploration de données, qu'on appelle data mining en anglais. Donc, ce n'est pas permis de façon générale, mais il faut en faire une demande particulière spécifique. Donc, ça, c'est les grandes lignes. Puis sinon, il y a aussi, notre collègue Nathalie Parent a préparé ce tableau sur les conditions d'utilisation. Donc, vous voyez, entre généralement permis, il y a certaines choses qui sont permis, telles que visionner, imprimer, télécharger. On peut utiliser la source à des fins d'études, de recherche, d'enseignement, ce que Michel aussi mentionnait tout à l'heure. On peut partager un article à l'intérieur de la communauté universitaire. Et donc, on peut faire des liens permanents, etc. Donc, quelques usages qui sont généralement permis. Il y a aussi des usages qui sont généralement interdits, mais il faut quand même aller, si on a des questions particulières, il faut vraiment aller du cas par cas. Comme avec les livres électroniques, par exemple, à l'intérieur d'un même bouquet, d'un même fournisseur, on peut avoir des livres électroniques qui permettent un accès illimité. On peut télécharger, on peut imprimer, on peut faire ce qu'on veut. Il y en a d'autres qui ont des conditions d'utilisation assez restrictives, restreintes. Puis on peut seulement, par exemple, télécharger un chapitre à la fois. On ne peut pas télécharger le document au complet. Il y a seulement un accès simultané. Donc, il y a toutes ces restrictions-là vraiment du cas par cas à l'intérieur même des mêmes bouquets de ressources électroniques. Alors, non, en fait, ok, j'ai changé. En fait, ce que je vais faire, c'est la diapo suivante qui est logiquement la suivante, mais je me suis trompée, puis le changement que j'ai fait n'est pas reflété ici parce que le document a déjà été partagé. Alors, je vais le dire maintenant, puis je vais passer à d'autres types de licences. Donc, on a parlé des grandes licences auxquelles on a accès ici à l'Université de Moncton. C'est la licence de Access Copyright, puis aussi les licences qui sont les licences d'abonnement des bibliothèques de l'Université de Moncton. Il y a aussi d'autres types de licences, mais étant donné que la diapo est là, je vais le dire. Donc, si l'utilisation prévue dépasse les conditions d'utilisation qui sont déterminées par ces éléments-là, les licences qu'on vient de voir, ou le droit d'auteur, l'utilisation équitable aux fins déterminées par le test 1 dont Michel nous a parlé. Donc, dans ce cas-ci, il faut agir autrement. Il faut obtenir la permission du titulaire du droit d'auteur. Encore une fois, le titulaire du droit d'auteur, le détenteur du droit d'auteur, ce n'est pas nécessairement l'auteur, ça peut être l'éditeur, comme d'ailleurs c'est souvent le cas avec les publications scientifiques, les articles où les auteurs cèdent leurs droits économiques
encore une fois, pour reprendre la terminologie que Michel a utilisée tout à l'heure. Donc, on peut demander une permission au titulaire du droit d'auteur. Dans ce cas-ci, une licence, un accord sera octroyé. Puis, d'ailleurs, c'est pas nécessairement financier, donc ça peut être juste un accord, une licence qui va permettre l'utilisation, une exception qui va être donnée sans nécessairement payer les redevances, mais ça peut aussi être une compensation financière, une somme ou redevance qu'il faudra payer pour justement avoir accès à une plus grande quantité de l'œuvre qu'on veut utiliser. Donc, si on a l'affaire avec un site de l'éditeur, donc il y a souvent un formulaire. Donc, ces mécanismes-là sont bien mis en évidence. Et dans la plus grande majorité des cas, c'est quand même assez facile de trouver tous ces éléments-là, mais il se peut aussi que ça peut être assez compliqué pour trouver le détenteur du droit d'auteur qui peut être, en tout cas, ça peut ne pas être évident, mais souvent, ça l'est quand même assez facile. Donc, comme j'ai dit, avant de passer à l'utilisation qui dépasse les licences, il y a aussi d'autres types de licences qu'on peut retrouver dans l'environnement universitaire. Ça peut être des licences de logiciels, qui est vraiment, c'est une catégorie à côté. Moi, je ne vais pas aller dans les détails pour chaque explication ici, mais simplement pour me mettre la puce à l'oreille que c'est ça. Donc, il y a de différents types de licences auxquelles on peut faire face. Il y a aussi des licences d'éditeurs qui définissent les conditions et les modalités d'utilisation du matériel complémentaire, comme par exemple pour les manuels scolaires, il y a des diapositives ou les jeux questionnaires, toutes sortes d'objets d'apprentissage qui entourent la publication principale. Donc ça aussi, on peut avoir des licences d'utilisation qui sont différentes de l'utilisation principale. Les licences d'abonnement aux ressources électroniques spécifiques, ça fait partie un petit peu des licences dont on a parlé tout à l'heure, et aussi les licences ouvertes, telles que licence Creative Commons, dont je vais parler tout à l'heure. En fait, tout de suite, parce que je n'ai pas changé la diapo. Alors, les licences libres, je vais parler d'abord du concept des licences libres avant d'expliquer c'est quoi les licences Creative Commons. Donc, le créateur qui a tous les droits sur l'œuvre qu'il a créée, les droits moraux et économiques, donc il peut choisir de conserver ses droits d'auteur sur l'œuvre complètement, tout droit réservé, mais en même temps, il peut choisir de partager cette œuvre-là avec le public et il peut déterminer quelles sont les permissions qu'il veut donner. Donc, par exemple, il peut permettre, adapter, modifier, traduire, donc il peut faire certaines manipulations avec l'œuvre conformément à la licence qu'il peut choisir. Donc, les licences, on parle des licences libres. Ces licences-là donnent en amont la permission du titulaire de droit d'auteur à l'utilisateur, excusez-moi, sans autre formalité. Donc, il n'est pas nécessaire de verser des redevances ou de demander des permissions spéciales au titulaire du droit d'auteur. La licence nous dit clairement, la licence libre nous dit clairement qu'est-ce qui est permis de faire avec l'œuvre. Donc, on va voir les exemples justement avec les licences qu'on appelle Creative Commons. Ce sont des licences qui sont les plus connues, les plus populaires licences pour les publications. Donc, un petit peu d'informations là-dessus. Donc, le Creative Commons, tout d'abord, c'est un organisme à but non lucratif à l'échelle internationale qui fait la promotion du partage, de la réutilisation d'œuvres en fournissant des outils légaux gratuits. Et puis, ces outils-là sont justement les licences. Il y a 6 licences Creative Commons qui sont disponibles. Chacune de ces licences exprime une combinaison de modalités et conditions sur les utilisations possibles de l'œuvre. Donc, je m'explique tout de suite. Donc, il y a 4 modalités et conditions qui existent, puis les 6 licences, mais ce sont des combinaisons différentes de ces conditions-là.
La première c'est by. Comme on parle CC, on dit toujours CC pour dire Creative Commons, CC. Puis par la suite, le mot by, ça veut dire l'attribution. Donc, la licence CC BY permet l'utilisation, on peut faire tout ce qu'on veut avec cette œuvre-là, mais il faut quand même mentionner l'œuvre originale quelque part dans notre travail à nous. Il faut aussi dire qu'il y a une licence qui s'appelle CC0, donc c'est une licence qui est équivalente au domaine public. Donc, c'est une licence qui est permissible à 100%. Il n'a même pas besoin de faire la mention il ne faut pas même faire l'attribution de la parenté de cette œuvre-là. La deuxième condition, c'est ND. En anglais, c'est toujours en anglais, ça veut dire no derivatives, pas de modification. Donc, cette licence-là permet à l'utilisateur de faire tout ce qu'il veut avec cette œuvre-là, sauf les modifications. Donc, on ne peut pas la modifier. La troisième condition, la modalité, ça s'appelle SA, Share Alike. Donc, si la licence choisie contient Share Alike, ça veut dire que l'auteur vous permet de faire ce que vous voulez avec l'œuvre-là, mais quand vous partagez votre création, l'œuvre modifiée, il faut absolument qu'elle soit partagée dans les mêmes conditions. Donc, partage dans les mêmes conditions, ça veut dire on ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas la rendre plus restrictive que celle-ci. Donc, share alike. Puis, vous allez voir avec les différentes combinaisons, ça peut être plusieurs combinaisons. Donc, si la licence est plus permissive, mais il faut que la nouvelle œuvre soit aussi sous la licence permissive. Si c'est plus restrictif, mais il faut respecter ça aussi, share alike. Puis, la quatrième condition, c'est MC, usage non commercial. Donc, on peut interdire une utilisation commerciale. Donc, si moi, je partage mon œuvre en libre accès sous une licence ouverte, mais je ne veux pas que quelqu'un l'utilise pour des fins commerciales. Alors, voici, je ne sais pas si vous le voyez assez grand, mais voici un schéma qui a été créé par Fabrikrel, schéma c'est ça, des licences Creative Commons. Puis vous voyez que voici les 6 licences, voici de quelle façon ils se présentent. Ça va de CC BY, en fait, comme j'ai mentionné, CC0, mais on ne la mentionne même pas parce que c'est l'équivalent du domaine public. Et ça va jusqu'à la plus restrictive qui est CC BY, je vois même pas très bien, CC BY, NC, puis ND, donc pas d'utilisation, pas de modification, pas d'utilisation commerciale et quoi d'autre? C'est ça, no derivatives. Et usage non commercial. Voilà. Donc, et vous voyez un petit peu l'hierarchie. Donc, ça commence par la plus permissive qui est CC BY. On peut faire tout ce qu'on veut, mais il faut juste mentionner l'œuvre originale. Puis, ça va jusqu'à la plus permissive. Puis, plus loin que ça, c'est copyright. C'est le signe du copyright et c'est tous les droits réservés. Donc, vous voyez, ça va quand même... il y a quand même un choix. Oui, c'est une licence ouverte, mais on peut quand même jouer avec les permissions ou les restrictions. Voilà, donc de là, des licences ouvertes, je fais un lien vers un phénomène qui est de plus en plus en développement aujourd'hui. C'est un aspect de mouvement libre qui touche à la communication scientifique, communication savante et notre réalité. Donc, on parle de la science ouverte, du libre accès à la recherche, des données ouvertes, du gouvernement ouvert. On parle aujourd'hui de l'éducation ouverte de plus en plus. C'est un sujet, surtout dans le contexte actuel de l'enseignement postsecondaire, avec tous les défis, les problématiques auxquelles on fait face. Donc, qu'est-ce que c'est l'éducation ouverte? Mais l'éducation ouverte, en fait, son objectif, c'est maximiser la capacité d'Internet à rendre l'éducation plus abordable, plus accessible et plus efficace. C'est sûr que c'est cet objectif qu'on veut tous honorer. Donc, à l'intérieur de ce mouvement de l'éducation ouverte, on parle des ressources éducatives libres, des REL, OER, Open Educational Resources.
Qu'est-ce que c'est? Donc, ce sont des objets ou des matériaux d'enseignement, d'apprentissage ou de recherche qui appartiennent au domaine public, soit au domaine public, ou bien qui sont publiés avec une licence, comme on a vu tout à l'heure, une licence Creative Commons, par exemple. Donc, c'est une licence de propriété intellectuelle qui permet leur utilisation, adaptation et distribution à titre gratuit. Donc, les REL, les ressources éducatives libres, incluent les manuels de cours, des plans, des notes de cours, des travaux, des examens, des objets multimédia, bref, n'importe quel objet d'apprentissage. Quand on parle des OER, ressources éducatives libres, on a tendance tout de suite de penser à des gros manuels de cours qu'il faut créer ou il faut aller chercher, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Les REL, c'est n'importe quel objet d'apprentissage, d'enseignement et de recherche qui peut être réutilisé ou adapté ou distribué à titre gratuit. Et donc, très rapidement, je ne vais pas m'attarder trop sur les réels, mais juste pour mentionner les 5 caractéristiques principales des réels, si on parle des 5 R, la même chose en anglais, donc c'est les mêmes 5 R's. Donc, c'est la permission. Donc, pour être qualifié comme pour être des vrais réels, il faut que l'œuvre, la licence permette la réutilisation, donc dont les droits de retenir, ça veut dire le droit de télécharger la ressource, d'en faire des copies, de garder le contrôle sur les copies, donc pas de problème avec ça. Le deuxième R, c'est le droit de réutilisation, le droit d'utiliser la ressource dans d'autres contextes ou d'autres façons, sans limitation ou avec un minimum de limitation. C'est la possibilité d'imprimer, de présenter une vidéo, etc. Le troisième R, c'est le droit de réviser, de modifier la ressource et, par exemple, à le mettre à jour, à la contextualiser, abréger, rendre accessible, traduire, etc. Donc, ça, c'est le droit de la révision. Le quatrième R, c'est le droit de remixer. Ça veut dire combiner plusieurs ressources dont la licence le permet. Donc, on peut prendre plusieurs sources puis les mettre dans une seule, combiner les images, le son, les schémas, en fait, peu importe la ressource, il faut que la licence le permette. Le cinquième R, c'est le droit de redistribuer, diffuser. Donc, c'est le droit de distribuer la ressource originale ou la version révisée par d'autres canaux que le canal de distribution original. Donc, voici les grands 5 R des ressources éducatives libres. Et donc, il y a plusieurs avantages, bien sûr. Puis, comme on a vu, surtout avec le contexte de la pandémie depuis les 2 dernières années, on a vu tous les défis avec les accès. On a vu des problèmes au niveau des accès à nos collections électroniques, même avec les licences qu'on a, mais on a eu beaucoup de problèmes d'accès à l'extérieur du campus, avec les campus qui étaient fermés. Donc, on a vu, et les ressources éducatives libres est devenue vraiment la réponse, la solution à beaucoup de ces problèmes. Elles existent depuis plusieurs années maintenant, mais on dirait qu'aujourd'hui, ils sortent un petit peu de leur statut marginal pour prendre vraiment la place centrale dans l'enseignement universitaire. Donc, quelques avantages des ressources éducatives libres, mais tout d'abord, c'est les avantages généraux. Il y a aussi des avantages plus particuliers pour les personnes enseignantes ou les personnes étudiantes. Mais tout d'abord, de façon générale, pour tout le monde, pour toute la société, c'est d'abord les valeurs, le savoir ou la connaissance comme un bien public. Deuxièmement, c'est l'accès aux études. Bien sûr, la question financière est très importante. Donc, pour les étudiants, souvent, c'est une barrière économique que d'avoir accès à des manuels de cours qui sont très coûteux. Donc, l'économie réalisée sur le matériel d'apprentissage permet au plus grand nombre d'apprenants d'accéder à l'enseignement supérieur. La facilité et le contexte, donc facilité d'accès, ce sont des ressources libres d'accès, et aussi le contexte dans le sens où le caractère éducatif d'un objet est lié à l'utilisation qui en est faite dans une situation pédagogique. Donc, ça peut être une vidéo qui a été créée
complètement une vidéo générale, mais si on l'utilise dans notre salle de classe, ça devient un objet d'apprentissage. Donc, on a fait une utilisation pédagogique, ça devient une réelle. Et donc, c'est là aussi la licence et l'accès libre est très important. Quatrième, un autre avantage, c'est la collaboration. Tout d'abord, entre les éducateurs. Donc, on peut toujours se mettre en équipe puis créer des objets d'apprentissage et des manuels de cours en collaboration. Puis aussi, un autre volet, c'est on peut inclure les étudiants. Donc, les étudiants, ça devient de l'apprentissage interactif. Les étudiants deviennent les acteurs de leur apprentissage. Donc, il y a vraiment beaucoup d'avantages à cette démarche-là. Puis aussi, de façon générale, c'est la diversité, l'équité, l'inclusion, l'accessibilité, puis aussi la liste continue, hein, la liberté académique pour les professeurs, pour les personnes enseignantes de choisir les ressources qu'elles veulent, de les adapter pour les besoins de leur cours, le contexte local, avec des exemples locaux, avec en tout cas tout ce qui est vraiment particulier pour leur cours. Une réelle peut être, on peut prendre déjà un manuel de cours ou notre objet d'apprentissage de départ, puis on peut la modifier légèrement, simplement pour le mettre plus pertinent pour le contexte de notre cours. En tout cas, bref, ça c'est des choses. Il y a beaucoup d'avantages aux ressources éducatives libres et c'est là, donc les licences Creative Commons, c'est vraiment la base des ressources éducatives libres parce qu'ils donnent la permission pour toutes ces utilisations-là, les 5 R qu'on vient de voir. Voilà, sur l'éducation ouverte, puis aussi, on ne peut pas parler du droit d'auteur sans mentionner rapidement le domaine public. Donc ça, c'est l'élément 660, si vous voulez, qu'on n'a pas vu tout à l'heure, mais je vous en ai parlé. Donc, domaine public, par définition, le domaine public représente les œuvres qui ne sont pas protégées par le droit d'auteur, par la loi sur le droit d'auteur, soit parce que la durée de la protection est déjà échoue, soit parce que l'œuvre ne répond pas aux critères de protection du droit d'auteur. Par exemple, l'œuvre n'est pas originale. Pour que l'œuvre soit couverte par le droit d'auteur, il faut qu'elle soit originale. Il y a d'autres conditions. Alors, soit l'un, soit l'autre. Donc, l'œuvre, si l'œuvre n'est pas couverte par le droit d'auteur, elle tombe dans le domaine public. Donc, c'est un phénomène légal qui se produit chaque 1er janvier partout au monde. Donc, c'est une fête à ajouter à notre célébration qu'on fait le 1er janvier de chaque année. Donc, lorsque la durée de protection prend fin, l'œuvre tombe dans le domaine public et peut dorénavant être utilisée sans crainte de commettre une violation du droit d'auteur. Donc, on peut s'en servir de cette œuvre-là comme bon nous semble. Le domaine public, c'est bien. Surtout pour les œuvres littéraires, donc c'est quelque chose qui est très utile. Donc, comme Michel a mentionné tout à l'heure, au Canada, c'est 50 ans après la mort de l'auteur. Avec la nouvelle entente, le Canada, je pense, va aller rejoindre les autres pays du monde entier où la durée de la protection par la loi de droit d'auteur de ces pays-là ou international va de 70 à même 100 ans après la mort de l'auteur pour permettre aux héritiers ou de continuer à avoir des effets économiques du droit d'auteur. Alors, juste une petite parenthèse, juste un petit avertissement pour dire que tout le contenu trouvé en ligne n'est pas nécessairement en libre accès. Ça veut dire le fait que le contenu est librement accessible sur Internet ne veut pas dire que qu'on peut en faire un usage, n'importe quel usage. Donc, il faut toujours vérifier les permissions. Par exemple, les œuvres peuvent être lues, téléchargées et partagées librement, mais ne peuvent pas être modifiées, comme c'est le cas de certains documents gouvernementaux ou, par exemple, le contenu retrouvé dans un dépôt institutionnel. Et attention, lorsque la licence n'est pas précisée, le régime tout droit réservé s'applique par défaut. Rapidement, on a fait comme sommaire de tout ce qu'on a dit jusqu'à date, une démarche intellectuelle
pratico-pratique à appliquer lorsqu'on veut déterminer si oui ou non, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'œuvre en question qu'on veut utiliser. Donc, tout d'abord, j'espère que ça va fonctionner. Ouais. Je ne vois pas. Est-ce que vous voyez? Non. Michel? Non, Michel, je vois pas. Ah oui, oui, on le voit maintenant. Tout à coup, c'est tous les quatre. Attendez, je vais le faire. Ah, ok. C'est mieux de ne pas jouer trop avec toutes ces animations bizarres, mais bon, on a préparé juste les 4 questions à se poser l'une après l'autre pour déterminer qu'est-ce qu'on peut faire avec l'œuvre en question. Donc, la première question, est-ce que l'œuvre est protégée par le droit d'auteur? Donc, de façon générale, est-ce qu'il s'agit de domaine public? Est-ce que c'est l'œuvre qui est protégée par le droit d'auteur? Si la réponse est oui, on se pose la question suivante. Est-ce que l'utilisation que je souhaite faire de cette œuvre-là est déjà autorisée par une licence quelconque? Si on est dans le contexte universitaire à l'Université de Moncton, est-ce que c'est la licence Access Copyright? Est-ce que c'est la licence de bibliothèque? Est-ce que c'est une licence libre dont on a parlé aussi? Sinon, si on détermine, si la réponse est non, y a-t-il des droits pour les utilisateurs, ça veut dire les exceptions qu'on a vues tout à l'heure, qui permettent de faire des reproductions dans certaines circonstances? Ça veut dire, est-ce qu'on peut appliquer les 6 facteurs de l'utilisation équitable qu'on a vu tout à l'heure? Donc, on fait cette démarche intellectuelle pour déterminer l'utilisation permise. Et finalement, 4e question, en fait, ce n'est pas une question, c'est le constat que si l'utilisation prévue n'est pas permise selon les réponses aux questions 1, 2, 3, il faut obtenir l'autorisation du titulaire du droit d'auteur. Si par exemple, on veut télécharger 4 chapitres d'un livre, donc vraiment ça dépasse les utilisations qu'on a vues tout à l'heure, donc il faut contacter le détenteur du droit d'auteur. Puis comme j'ai dit aussi, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faudra payer. Ça peut juste dire qu'on aura une permission exceptionnelle d'utiliser l'œuvre comme on veut. Donc, quelques astuces qui proviennent surtout du travail d'un groupe, comité ou groupe de travail ad hoc qui s'est mis à travailler depuis le début de la pandémie. Puis il y a eu une note de service qui a été circulée largement l'été dernier qui donnait des outils justement comment travailler avec l'enseignement à distance dans le respect de la loi sur les droits d'auteur. Donc, quelques astuces qui ont été données, c'est d'abord privilégier le partage d'hyperliens aux ressources provenant des collections électroniques des bibliothèques. Donc, ça, c'est les hyperliens, on peut les partager sans problème. Les personnes qui ont accès vont accéder à la ressource originale. Donc, c'est très bien pour le droit d'auteur, c'est très bien aussi pour les bibliothèques parce que ça nous démontre la vraie utilisation de nos ressources. Contrairement à l'extraction d'un PDF qui sera mis d'un clic, puis qu'on verra seulement une seule utilisation de l'article en question, par exemple, versus la vraie utilisation qui sera faite par tous les étudiants du cours à plusieurs reprises. Pour les monographies, si on privilégie l'achat de livres numériques, donc ça va nous permettre justement d'avoir les accès qui sont gérés par la maison d'édition ou par le fournisseur du contenu, où on peut avoir des accès simultanés, où on va savoir exactement qu'est-ce qu'on peut faire avec l'œuvre en question. On peut utiliser les ressources disponibles en accès libre, puis il y en a des tonnes. Ce n'est pas uniquement les revues scientifiques dont je parle quand je parle du libre accès à la recherche, mais il faut penser aussi à tous les rapports gouvernementaux. Il y a énormément d'autres ressources qui sont en accès libre. Donc, attention aux versions piratées. Et juste un petit lien vers les directives de la création d'hyperliens si jamais vous êtes rendu là puis vous voulez savoir comment le faire. Donc, on a préparé aussi
démarche à faire pour créer d'hyperliens qui permettent l'authentification des usagers qui sont peut-être hors campus ou ailleurs. Alors voilà pour la partie qu'on voulait couvrir aujourd'hui. Puis on est rendu au cas d'utilisation que Michel a mentionné tout à l'heure. Donc elle a déjà, je ne sais pas si on veut faire quelques démonstrations de cas d'utilisation. Si on a des questions, si on a une discussion quelconque, donc on peut le faire tout en même temps. En fait, on est rendu maintenant à la partie plus flexible, mais je laisse la parole à Michel pour présenter peut-être quelques exemples. OK, je pense que là, vous voyez mon écran, puis je m'entends vraiment bizarrement. Je ne sais pas si c'est la même chose de votre côté ou... Non? OK. C'est bien, Michel, j'ai fermé mon micro, c'était peut-être ça. Là, je le ferme. Parfait. Ben, premièrement, je ne sais pas s'il y a des questions. Si oui, vous pouvez soit lever la main ou bien entrer votre question dans la conversation, et puis on y répondra au fur et à mesure. Mais en attendant, on peut faire une coupe de cas d'utilisation. Et puis ici, je pense que je vais juste commencer par Access Copyright. Juste pour vous montrer comment le répertoire ressemble. OK? Alors là, je crois que je devrais partager mon écran d'une autre façon. OK. Je pense que vous voyez maintenant mon écran, c'est un écran blanc avec oui, c'est bien. OK, excellent. Alors, ça, c'est le répertoire de Access Copyright que vous voyez ici. Alors, tout ce qui, les utilisations qu'on a mentionnées tout à l'heure, c'est disponible pour toute l'institution. Et puis, généralement, ça nous permet de reproduire un plein chapitre de livre ou bien des extraits d'un livre allant jusqu'à 20% du contenu. Et puis, ça nous permet également de reproduire un article qui est publié dans un numéro périodique également. OK? Donc, ça, c'est les dispositions générales de la licence d'Access Copyright qui vous est disponible. Et puis, tel que mentionné tout à l'heure, cette licence-là est disponible sur le site de la librairie acadienne ou sur la page d'accueil de Clic. Et puis, la licence s'applique aux œuvres qui sont incluses dans le répertoire. Alors, là, malheureusement, le répertoire, l'interface est seulement disponible en anglais, mais les publications, il y a des publications en français et en anglais qui sont disponibles. Ça fait que là, je vais juste entrer un titre que je connais déjà. Et puis là, on voit qu'est-ce qui est disponible dans le répertoire. Donc, moi, c'est le livre que je cherche, Petit manuel de rédaction à l'usage des étudiants en droit. Et puis, il y a un bouton à la droite de l'écran des permissions. Ça fait que quand j'ouvre ce bouton-là, je vais juste indiquer, c'est coché « We have an Access Copyright License ». Et puis, notre licence, c'est la licence pour les universités. Alors, je clique là-dessus. Et puis, les permissions générales de la licence sont listées ici. OK? Alors, à côté de ça, en dessous de ça, il y a un tableau et puis ça nous indique pour l'aspect imprimé ce qu'on a le droit de faire. On a le droit de l'inclure dans un recueil. On peut le mettre à la réserve de la bibliothèque. On peut l'utiliser pour la présentation. Et puis, on a les mêmes types de permissions, mais pour une version numérique. OK? Ça fait que ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans ce cas ici, j'ai plusieurs permissions qui sont possibles pour ce livre-là. Si je vais juste... OK. Je vais juste trouver un autre exemple ici. L'Auberge des morts subites. Donc, ça suffit que c'est une œuvre qui a été publiée par différents éditeurs. On a les différentes versions de l'œuvre. Donc, on a par exemple le livre qui a été publié par Stankey, mais on a aussi le livre qui a été publié par Beauchemin. OK? Ça fait que là, si je clique sur les permissions peuvent être différentes dépendant de l'édition que je choisis. OK? Donc,
dans ce cas ici, on a des permissions différentes de ce que j'avais trouvé pour l'autre livre. Si votre utilisation dépasse ce qui est indiqué ici, de ce qui est indiqué dans le répertoire, vous pouvez faire une demande à la librairie acadienne et puis ils peuvent communiquer avec Access Copyright pour voir si jamais vous ne trouvez pas l'œuvre qui vous intéresse dans le répertoire, pour voir s'ils peuvent l'ajouter dans le répertoire. Ou encore, si ça dépasse, ben, peut-être que vous pouvez avoir une licence, une autre licence pour ça, comme Victoria vous a mentionné tout à l'heure. Et puis, il y a aussi l'option Pay-per-Use Options. Et puis là, ici, vous pouvez entrer, disons, ce que vous voulez faire. Et puis, je pense qu'il y a une demande qui est envoyée à Access Copyright de cette façon-là également. OK? Mais tout ce qui est Access Copyright, si jamais vous avez des questions supplémentaires, la librairie acadienne, le personnel de la librairie acadienne est beaucoup plus connaissant que moi par rapport à ça, mais je voulais quand même vous montrer le répertoire parce que c'est une licence, l'université paye beaucoup d'argent pour cette licence-là. Cette licence nous donne certains droits de reproduction et puis c'est cette façon-là dont on peut l'utiliser pour s'en prévaloir. OK. Je vais juste retourner à... Oups, je vais arrêter mon partage d'écran. Et puis là, je vais présenter de nouveau. Oups. OK. Un instant, là, les diapositives se changent. OK. Des cas d'utilisation. Voilà. Je ne vois pas d'autres questions, je ne vois pas de main levée. Ça fait qu'on peut poursuivre si vous voulez. Oups. Alors, l'autre cas d'utilisation, c'est quand vous voulez partager des articles ou des chapitres d'un livre dans Click, vous pouvez aller voir, vous pouvez consulter un bibliothécaire, si vous voulez, pour voir si c'est quoi les permissions qui sont, c'est quoi la permission pour la ressource comme telle. On peut aller vérifier des fois dans nos licences spécifiques pour voir si une action est permise ou non. Si vous doutez de quelque chose, n'hésitez pas à contacter un bibliothécaire pour ça. On voulait aussi mentionner, comme pour la musique, les images ou des films, il y a vraiment des différences entre les licences de bibliothèque versus les licences personnelles ou celles trouvées sur Internet. Alors, par exemple, si j'ai dans la classe, je ne pourrais pas présenter un extrait d'une émission sur Netflix parce que c'est mon compte personnel. Fait que mon compte personnel, ma licence que j'ai avec Netflix, ne permet pas probablement de diffuser des émissions dans une salle de classe. Par contre, la Bibliothèque Champlain a un abonnement à Criterion ça, c'est une licence de bibliothèque. Et puis, à ce moment-là, si on veut présenter une émission qui est couverte par cette licence-là, mais peut-être que il y a peut-être une permission pour présenter en classe. Alors ça, vous êtes plus susceptible d'avoir du succès à présenter en classe si vous utilisez les ressources de la bibliothèque versus vos ressources personnelles. Ça, c'est un petit peu évident là aussi. Et puis là, il y a aussi pour les permissions de l'éditeur, ça, je vais laisser la parole à Victoria parce qu'elle connaît beaucoup mieux que moi l'outil Sharpa Romeo. Oui, merci Michel. On n'a pas besoin de reprendre le contrôle, on va juste rester ici. En fait, je ne sais pas si je vais pas perdre le temps d'aller dans cet outil-là, c'est juste pour me mettre la puce à l'oreille. On n'a pas eu le temps, puis finalement, on n'a pas couvert beaucoup tout l'aspect de l'édition scientifique, mais juste pour vous laisser savoir si on veut vérifier les permissions de l'éditeur de revues particulières ou l'éditeur de façon générale, ça vise surtout les auteurs d'articles qui ne sont pas
qui ont cédé leurs droits à l'éditeur, puis maintenant ils veulent savoir comment, ou on veut savoir comment on peut utiliser les articles en question pour, par exemple, les mettre dans un dépôt institutionnel. Donc, l'outil Shorpa-Romeo, qui est en fait un lien actif ici qu'on peut consulter, nous donne justement accès à un grand nombre de politiques, de permissions de tous les éditeurs à l'échelle internationale, puis on peut voir exactement qu'est-ce qu'on peut faire avec chaque... D'ailleurs, je ne sais pas si... est-ce que je veux prendre le contrôle puis le montrer rapidement? Est-ce qu'on veut faire... Oui, OK. Très bien. Mais dans ce cas-ci, je vais partager mon écran. D'ailleurs, est-ce que je partage? Oui. Oui, OK. Donc ici, avant d'aller dans Shorpa-Romeo, je voulais aussi, pendant que Michel parlait, j'ai pensé peut-être cette partie-là qui... OK. Donc, juste sur la question, sur l'exemple précédent, le cas d'utilisation, par exemple, les livres électroniques. Donc là, je suis sur la page, sur le site web de la Bibliothèque Champlain, dans la section « Je cherche des livres électroniques ». Puis juste pour vous montrer un petit peu, c'est d'abord les conditions d'utilisation qui sont placées, comme j'ai dit, comme j'ai mentionné, dans les endroits stratégiques sur le site web. Il y a aussi la méthode pour créer des permaliens. Mais à titre d'exemple, j'ai pris par exemple une livre électronique qui vient de la collection de ProQuest. Puis si vous passez par le catalogue, puis vous tombez sur un livre, voici la fiche descriptive qui vous permet tout de suite de voir la disponibilité. Donc ça, c'est les dispositions, les conditions d'utilisation qu'on a sur cet ouvrage particulier, ce livre particulier. Donc on peut le lire en ligne. Ce livre n'est pas disponible pour téléchargement intégral. Vous voyez, votre institution a un accès illimité à ce livre. Ah, c'est bien, j'ai pensé, OK, à un accès illimité, c'est parfait. On peut télécharger chapitre en PDF. Donc, si, par exemple, c'est un livre qui vous intéresse, dans le cadre de votre cours, on peut partager l'hyperlien d'un clic, puis les étudiants vont venir ici. Ils peuvent avoir un accès illimité, donc plusieurs étudiants en même temps peuvent consulter ce livre. Par contre, ils ne peuvent pas télécharger le texte au complet. Donc ça, c'est juste un exemple, comment consulter, comment ça peut varier d'un outil à l'autre, d'un ouvrage, en fait, d'une œuvre à l'autre. Pour Shorpa-Romeo, rapidement. Publishers Open Access Policy. Donc, c'est vraiment au niveau du partage en libre accès. Très, très rapidement, je ne veux pas... Ça sort vraiment un petit peu du sujet de notre présentation, mais juste pour vous montrer de quoi ça a l'air, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Je vais aller rapidement dans Elsevier. Et donc, par exemple, je veux consulter j'ai un titre particulier que j'ai en tête. Je peux trouver le titre en question, puis je peux voir le Publisher Policy, donc c'est la politique de l'éditeur qui s'applique à des différentes versions de l'article. Ça va de la version imprimée, de la version de la revue, ça commence par Submitted Version, vous voyez les versions, donc plusieurs versions du document, puis il y a des différents points d'accès différentes permissions qui s'appliquent à chaque version, donc on peut voir tout de suite, puis vous reconnaissez maintenant les licences Creative Commons qui sont appliquées, donc vous voyez CC BY, ça va de plus permissif, ça va jusqu'à CC BY and non-commercial, non-derivative. Donc ça, c'est juste un exemple aléatoire que je voulais juste vous montrer l'interface et aussi l'existence de cet outil qui permet la vérification des permissions de l'éditeur. Voilà. On atteint la fin, comme il y a 1h30, ça fait que là, c'est la fin de l'atelier. C'est ça, Victoria et moi, on demeure disponibles. Si vous avez des questions et même
tous les bibliothécaires affectés à chacun des programmes aussi, à chacun des programmes sont là pour vous aider à vous démêler dans tout ça. Je sais que c'est pas évident, il y a beaucoup d'informations. Et puis, comme on mentionnait tout à l'heure, on n'est pas des experts non plus dans le domaine, mais on s'y intéresse. Et puis, si on ne connaît pas la réponse, on va faire de notre mieux pour trouver une réponse et puis vous aider dans la démarche. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Et puis, on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. OK, merci. Merci beaucoup tout le monde. Bon après-midi. À vous aussi. Merci.